sens de la visite. Le monde de l'art dans vos oreilles. Saison 4. Épisode 54. Rendez-vous au Père-Lachaise avec le tampographe Sardon. Parce que son œuvre d'art est classée à part, que son sens de l'humour est détonnant et que son nom d'artiste fleurbon l'encre, le bois et la nostalgie d'une époque révolue, j'ai voulu percer le mystère qui se cache derrière le tampographe Sardon. L'artiste créateur et concepteur de tampons aux mille et une formes et aux messages rigolos, poétiques, absurdes, mais très souvent vulgaires. Va te faire cuire le cul. Je l'ai d'abord retrouvé dans son antre du 20e arrondissement de Paris, à côté du boulevard de Charonne et juste en contrebas du cimetière du Père-Lachaise, aux 4 rues du Repos, là où il vend, une journée par semaine, ses fameux tampons. Rien à branler. Avec une devanture classique de vieille boutique parisienne, le tampographe Sardon inscrit sobrement sur l'enseigne, et des centaines de tampons impeccablement disposés derrière la vitrine, dans des bacs en bois ou accrochés au mur, le lieu se situe à mi-chemin entre une galerie d'art conceptuelle et une droguerie. Tu gênes tout le monde. Mais la boutique, ce n'était que la première étape de notre rendez-vous. Une fois le café avalé, le vrai rencard, avec le micro branché, allait avoir lieu juste derrière, chez son voisin, le Père-Lachaise. Bien fait pour ta gueule. Drôle d'endroit peut-être pour une rencontre, mais c'était l'idée du tampographe, quelques jours avant par téléphone. Dans une conversation où il m'avouait justement son attirance pour l'ambiance des cimetières et l'univers funéraire. Change de métier. Voilà en tout cas comment, par une belle matinée de décembre, je me suis retrouvé en compagnie de Vincent Sardon, c'est son vrai nom, à arpenter les pavés du plus célèbre des cimetières parisiens, à la recherche de l'humour noir qui infuse l'encre de ses tampons. T'étais moins con quand tu buvais. Alors, une information avant de passer les portes du cimetière, cet épisode a été enregistré le 8 décembre 2023, soit 81 ans jour pour jour, après la naissance de Jim Morrison, le chanteur des Doors, l'un des plus fameux résidents des lieux. Un petit événement dans l'agenda du Père-Lachaise et qui expliquait, ce jour-là, la présence de dizaines de fans venus se recueillir sur la tombe de Jim. Ah bah tiens, on va passer voir sa tombe alors, tiens, ça c'est une bonne idée. Je sais que dans le quartier, il y a beaucoup de gens qui vendent des t-shirts à son effigie. Même les mecs des pompes funèbres, ils vendent des cartes postales et des t-shirts de Jim Morrison. Histoire de se faire un petit billet entre deux ventes de cercueils premium. Donc bon, on va aller voir, tiens. Heureusement, c'est pas dans les hauteurs du cimetière parce qu'il est assez escarpé. Hein. Vous y venez souvent ? Moins qu'avant. Plus je vieillis, moins je fréquente les cimetières. J'ai peur qu'on me laisse pas repartir. Ouais. Mais quand j'étais jeune, j'étais tout le temps dans... J'ai souvent habité à côté de cimetières en fait. J'ai vécu à Bayonne, j'habitais à côté du cimetière Saint-Léon. Puis mon grand-père était de la partie, si je puis dire, il était fossoyeur. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent que les cimetières sont des endroits abominables. Bah, c'était pas le cas dans la famille. C'était considéré comme normal. Ma mère, elle a grandi en allant voir son père qui vidait des tombes. Donc le boulot de fossoyeur, c'est vider des tombes, préparer des inhumations. Donc elle mangeait sa banane à l'heure du goûter pendant que son père mettait des ossements dans une boîte. C'était un côté un peu jardinage. On va voir Pépé qui fait du jardinage en fait. Je suis pas d'une famille d'artistes spécialement. Ma mère avait un coup d'œil et un bon coup de crayon. Mais dans la vie, elle était vendeuse. Et mon père, il n'avait pas spécialement d'affinité avec ça. Il était plutôt scientifique. Scientifique qui réparait des télés, mais enfin scientifique quand même. Il était technicien service après-vente. À l'époque, il y avait encore des services après-vente. Et puis moi, j'ai développé une sorte d'obsession un peu absurde pour le dessin. Je voulais absolument maîtriser l'outil, quoi. Je dessinais tout le temps, en fait. Et puis j'ai fini par faire des études d'art. Pas brillantes. J'ai fait une fac d'art plastique à Bordeaux. J'ai présenté les Beaux-Arts, mais je me suis fait dézinguer. J'avais un dossier bande dessinée, donc aux Beaux-Arts, c'était une très mauvaise idée de les présenter. Puis je suis devenu illustrateur, voilà. Pendant 10 ans, pour la presse, j'ai fait de la bande dessinée. Pour la presse, j'ai dessiné pour Libé et pour Le Monde, enfin des journaux sérieux. Et puis j'en ai eu marre et j'ai jamais eu tellement l'esprit compétitif, ça m'a jamais trop intéressé. C'est d'ailleurs un des trucs qui m'a fait chier quand je suis arrivé à Paris, cette espèce de compétitivité, de concours de teub entre jeunes dessinateurs qui voulaient faire le plus de livres possible, devenir le plus rapidement connu, connaître le plus de noms d'attachés de presse, ça me faisait un peu chier, même pour utiliser un euphémisme. Donc j'ai pas trop accroché avec cet esprit-là. Et je me suis mis dans mon coin et c'est bien comme ça. J'aime bien être le seul à faire ce que je fais, des tampons rigolos qui servent à rien, ça me plaît bien. Le tampographe, c'est ça, hein, c'est le symptôme éclatant de mon inadaptation au monde de l'art parisien, quoi. Donc voilà, c'est un message d'espoir pour tous les inadaptés.
C'est d'ailleurs inadapté, on a l'impression que c'est les horaires d'ouverture de votre boutique. Une journée dans la semaine. Ouais, C'est inadapté au commerce, honnêtement. Mais je suis pas sûr en fait de ça. Je suis pas sûr de ça. Vous voyez, enfin, quand je passe devant une galerie, je vois surtout un mec qui se fait chier devant un écran d'ordinateur. Vous voyez, avec personne dedans. Et le fait d'être ouvert en permanence, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée en fait. De faire comme ça, c'est du présentéisme, le contraire de l'absentéisme. Moi je pense qu'en ouvrant un jour par semaine, on est de meilleure humeur, on est plus sympa avec les gens qui passent, et ça se passe mieux, globalement. Et puis c'est pas la peine d'ouvrir mon magasin 7 jours sur 7, 6 jours sur 7. D'abord il y aurait personne. Et puis j'ai pas mal de boulot à l'atelier aussi. Donc je préfère quand même si j'aime bien le commerce, hein, je suis un fils de commerçant, ma mère était vendeuse, pour moi c'est pas un gros mot, mais j'aime bien être dans mon atelier à faire des trucs, à suivre mes lubies, à fabriquer, quoi. C'est ce que je préfère faire dans la vie, c'est être dans mon atelier et essayer des trucs. Il est où votre atelier ? Alors il est dans un bled à 200 bornes de Paris. Avant j'étais à Paris, et puis j'ai dû déménager parce que j'avais besoin de place pour mettre mes machines et mon bordel, et à Paris c'est trop cher, donc je suis allé dans un coin de Lyon qui est pas loin de Tonnerre, dans un endroit où les gens se bousculent pas pour aller vivre, donc ça a l'avantage d'être très calme, et puis j'aime bien en fait. Il y a une campagne un peu plate, assez lugubre, et moi j'aime bien ce qui est lugubre, donc ça me va très bien comme ça. Et je croise plus de sangliers et de chevreuils que d'êtres humains, ça c'est quand même assez appréciable, même si j'ai rien contre les êtres humains, mais bon, si je peux voir un petit peu des quadrupèdes, ça change un peu quand même. On est 6 habitants au kilomètre carré dans mon coin, c'est la densité du centre du Canada. Mais je comprends pas très bien le phénomène qui fait que tout le monde va s'entasser en ce moment sur la côte basque ou en Bretagne. Enfin tout le monde, je parle des Parisiens qui ont les moyens de s'acheter des maisons, c'est-à-dire en fait presque personne. Moi je suis d'origine basque et ma région d'origine est saturée de Parisiens qui achètent des maisons à n'importe quel prix et les locaux peuvent plus se loger. Et ça me fait chier pour les copains qui sont restés au pays. Je sais pas, il y a de la place dans Lyon, dans la Beauce, dans la Nièvre. Donc voilà, il faudrait qu'ils... Enfin bon, voilà. Je dis pas qu'il faut qu'ils viennent, hein, non en fait. J'aimerais bien que vous me décriviez ce que vous trouvez de joli, là où vous habitez. Il y a un ciel gigantesque. Le fait de voir l'horizon, c'est un truc qu'on voit pas à Paris. Une certaine laideur aussi, je veux pas répondre par des paradoxes, mais les maisons un peu décrépies, une certaine âpreté, je la trouve belle, en tout cas émouvante. C'est pas des villages musées, j'aime bien ça. Ah, on va peut-être les suivre, c'est Jim Morrison. On les suit. Bonjour, monsieur. Vous allez voir Jim Morrison ou pas? Vous savez dans quel coin c'est? De l'autre côté? Merci. Ah voilà Jim Morrison. Alors faut faire la queue. Alors on va essayer de se rapprocher. Putain, je plains les pauvres gens qui sont enterrés autour de lui. Bonjour messieurs, dames. Ouais, le micro ça les intrigue. Hein. Du coup il y a une petite aura qui se dessine autour de vous là. Ouais, c'est ça. Je suis son fils en fait. On arrive à voir un truc, il y a des cadres, il y a des photos de Jim à l'époque où il était mince. Il y a un Angelo hyper moche. Et puis il y a des gens qui ont l'air d'avoir... Pour les plus jeunes, il y a du trentenaire, mais pour la meuf... Ça sent un peu la bœuf, non? Ouais, je pense qu'il y a une célébration... c'est droit devant nous. Ah ouais, il y a un monsieur qui fume un énorme ouinge. On va lui parler. Bonjour. We don't want to disturb you. We see that you are busy. T'as vu mon anglais un peu? Where do you come from? Liverpool. Okay. I live just beside here. I have a workshop in the area, and this is my famous neighborhood. Lucky you. We have to travel from Liverpool to get here, so. Especially for him? Yeah. We've just come for the day and we're going home. Okay. Going home later on. We came yesterday. And we're going home today. Yeah. Okay. So we've just come to say happy. Only for Jim. Only for Jim, yeah. On vous dérange pas plus longtemps. No, it's all good. Have a good smoke. Yeah, thank you. Il avait un regard tellement doux. Ouais, ah bah oui, il avait vu ce qu'il fumait, ça avait l'air d'adoucir les mœurs. Ça sent jusqu'ici, sans déconner. And you know, like at one point
Ah voilà, on y est. On est dans le quartier le plus chic du Père-Lachaise là. Il y a des bons secteurs et des mauvais secteurs. On pourra aller voir un mauvais secteur après si vous voulez. Là c'est l'allée où il y a Armand, il y a Chopin, il y a Mano Solo qui est dans le coin. Il y a des proches, Claude Chabrol, donc c'est vraiment le triangle d'or pour les Maccabées. Il n'y a pas beaucoup de fleurs, je trouve, sur la tombe de Chabrol. Mano Solo, il a une bruyère. On va faire un concours de popularité comme une sorte d'applaudimètre pour cadavre, on va voir qui a le plus de fleurs. J'ai appris un truc rigolo, je connais un de mes clients, il est graveur pour les pierres tombales et ça leur arrive de faire des fautes de frappe. Dans les dates ou dans les noms, ils font des fautes d'orthographe. Donc ils ont tout un truc pour corriger. Ils ont de l'enduit, ils refont le truc, ils regravent et ils espèrent que ça tiendra au moins jusqu'au jour de l'enterrement. On les appelle les pivers, c'est à cause du bruit qu'ils font quand ils gravent. Ouais. Je l'entends des fois depuis mon atelier. Là, il doit y avoir Chopin par là. Oui, c'est là qu'il y a les fleurs. Ça, c'est Chopin. Vous voyez, c'est vraiment le quartier le plus hype du cimetière. Et pourtant, Dieu sait si le cimetière est hype. Tiens, il y a quelqu'un qui a laissé un ticket de métro, c'est bizarre. Je sais que sur la tombe de Parmentier, il y a des patates. Si un jour vous avez pas si un jour vous êtes un peu court pour faire des frites, c'est là qu'il faut aller. Après, il y a des proches. On a l'impression qu'on est sur le Sunset Boulevard à Hollywood. Ouais, exactement, c'est un peu les étoiles du Sunset Boulevard, exactement. Il n'y a pas assez de fleurs sur la tombe de Desproges. Elle n'est pas assez entretenue. Je ne veux pas faire injure à ces filles, mais enfin quand même. Donc ça, c'est la tombe de Desproges, très très simple. En fait, il a été incinéré. Je crois que ses cendres ont été mises là. Et il y a quelques temps, j'avais envisagé de lancer l'opération Adopte un mort parce que je trouve qu'il y a des tombes de gens qui sont des gens très bien sous tout rapport, qui ne sont pas assez entretenus. Donc ça serait un peu sur le principe du parrainage. Parrainer la tombe de Desproges, ça me paraît pas mal. On s'engage à venir lui ramasser ses petites feuilles, lui mettre un petit bouquet de fleurs, lui parler un petit peu, lui faire un petit peu sa petite conversation. Ça lui ferait plaisir, je pense. Et là, c'est la tombe de Jean-Louis Fournier, qui est toujours vivant. Donc, il est connu pour avoir fait la minute de Monsieur Cyclopède avec Desproges. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est en face de son pote, en fait. Desproges est juste à côté. Donc lui, je le connais, c'est un pote. C'est mon plus vieux pote, dans le sens qu'il a 84 ans. Et donc, il a sa tombe qui est prête. L'épitaphe est de lui. Finalement, nous ne regretterons pas d'être venus. Ce que je trouve un petit peu optimiste par rapport à ce qu'il est vraiment dans la vie. Et ça lui arrive, alors il m'a raconté un truc, ça lui arrive de temps en temps de venir, il vient fleurir la tombe, voilà, de temps en temps il met un petit bouquet de fleurs pour sa femme qui est là. Puis il reste un peu, puis Jean-Louis Fournier c'est quand même un auteur un peu connu. Et il y a des gens qui disent, ah bah tiens, Jean-Louis Fournier il est enterré là, il dit oui c'est moi. Bon voilà, je ne l'ai jamais vu faire. Et il m'a demandé de lui faire un petit panneau pour mettre sous son nom, là Jean-Louis Fournier, il n'y a pas les dates, je vais lui faire un petit panneau avec marqué prochainement, parce qu'il est déjà très vieux. Donc il m'a demandé de lui faire ça en gravure, je vais voir si c'est faisable. Et du coup, comment le tampon rentre comme ça, ou je sais pas, peut-être infuse en vous? Début des années 90, ça fait à peu près 30 ans que je fais ça, ça fait quand même longtemps. C'est une évolution de mon travail de graveur. J'ai fait de la gravure et puis quand j'ai terminé mes études, j'avais plus accès à un atelier avec des presses et du matériel. Donc j'ai imaginé graver des tampons dans des gommes, faire de la gravure en fait, mais sans avoir besoin de presse. Et puis ça a commencé comme ça, tout connement, à cause d'un défaut de matériel. Alors je suis allé dans un bazar, j'ai acheté des gommes bon marché. À l'époque c'était à Angoulême, j'habitais à Angoulême. Puis je les ai gravés, puis j'ai remarqué que ça marchait bien, l'empreinte était de bonne qualité. Et j'ai commencé à faire mes premiers trucs donc avec des polychromies et des personnages articulés. Les insultes c'est venu plus tard. Et puis j'ai fait ça dans mon coin pendant presque 10 ans sans rien montrer à personne. 10 ans? Ouais. Entre le début des années 90 et le début des années 2000, j'ai fait ça sans montrer. Parce que je voulais pas qu'on me fasse chier, je voulais pas qu'on me donne des conseils. Autonome dans mon coin, quoi, dans ma niche, comme je disais tout à l'heure. Et au bout de 10 ans, j'ai commencé à montrer quand il m'a semblé, peut-être à tort, que ça commençait à tenir debout. Voilà. Donc j'ai fait une première exposition et puis avec les pataphysiciens à l'époque. Et puis voilà, c'est comme ça que c'est venu. C'était un peu une sorte de jardin secret, quoi, par rapport à l'illustration. En fait, c'est très simple. Quand je montrais un dessin politique sur Lionel Jospin, je ne remarquais pas le même enthousiasme que quand je montrais un tampon articulé un peu plus freestyle. Il y a Jospin et Chirac qui se sont pris la tête là, au sujet de la vache folle. Vas-y chérie, dessine-moi Jospin et Chirac sur une vache folle. Donc ouais, bon. Tiens, cette semaine, on a un événement sur la fiscalité australienne. Qu'est-ce que tu prends? Vas-y, on a le rapport annuel de la Cour des comptes qui est tombé. Fais-moi 20 dessins.
Bon, on se le paye à la page par contre. Hein. Donc au bout de 10 ans, c'est fatigant. Hein. En plus, la vie de pigiste, c'est en gros, vous êtes en train de faire ce que vous faites d'habitude, c'est-à-dire à peu près, enfin en ce qui me concerne, rien. Et puis le téléphone sonne, on vous demande de prendre un portable, à l'époque c'était pas totalement généralisé. Et puis vous devez, toutes affaires cessantes, interrompre votre vie pour faire un dessin qui sera extrêmement mal payé, briefé par un mec qui n'a pas lu l'article, dans des états d'imprégnation alcoolique plus ou moins avancés. D'ailleurs, j'ai remarqué un truc, l'alcool est interdit à Libération, enfin on n'a plus le droit d'arriver bourré au travail, comme dans n'importe quel travail en fait. Et le journal n'est pas meilleur. Donc je me demande si finalement, il ne faudrait pas remettre des bouteilles de whisky sous les tables comme c'était avant. Et faire des tampons depuis autant de temps, est-ce qu'il n'y a pas d'ennui un peu? Oui, mais c'est du travail. Donc le travail, l'étymologie, c'est la torture, le travail. Hein. J'aime pas du tout travailler, donc il y a forcément des moments où je vais me dire ça fait chier, je préférerais rester à glander. Puis vous savez, ça c'est le grand truc des artistes, ils disent j'ai besoin de ne rien faire pour me ressourcer, et c'est vrai, hein, mais bon, moi j'ai besoin de ne rien faire. Je sais pas si c'est pour me ressourcer, mais j'ai besoin de passer de grands moments sans rien foutre. Et c'est pas trop possible en fait. Donc ouais, il y a souvent des moments où je me dis ça m'emmerde, je préférais, je sais pas quoi d'ailleurs. Tiens, je vais jouer au Super Loto, ce genre de conneries. Vous trouvez toujours une étincelle dans le processus créatif, c'est quand même... Ouais, on trouve toujours des étincelles, mais c'est bien ça le problème, ce ne sont que des étincelles, c'est-à-dire que dès qu'elle est arrivée, elle est déjà repartie. Mais après, il faut la mettre en forme, et c'est là qu'on rentre dans le travail. L'étincelle, l'idée, c'est la partie facile, la partie plus compliquée, c'est la mise en forme. Donc là, on rentre dans un processus où on va dégrossir l'idée, où on va Bon, je parle pas évidemment des insultes avec marqué dans ton cul, là c'est vite fait, quoi, mais je parle des choses, par exemple écrire un texte, ou faire un livre, ou des choses un peu plus compliquées. On a une idée de base et ensuite ce n'est qu'un long cheminement de déception avant d'arriver à la phase finale. Parce qu'on se dit finalement, l'idée paraissait merveilleuse, lumineuse dans son étincelle. Et puis petit à petit, il y a toute notre lourdeur qui va s'accrocher à elle et la tirer vers le bas. On fait avec notre lourdeur et nos défauts et on essaie de nuire le moins possible à l'éclat de la petite étincelle qu'on a eue au départ. Le tampon, c'est instantané. Ouais. C'est ça qui me plaît, c'est que c'est vite fait, c'est facile. Et puis surtout, si on se plante, on refait une impression, on recommence et ça prend 2 minutes. Et puis c'est très bien comme ça. Et ça me paraît pas mal. Y aller doucement sur le perfectionnisme. Même si je suis assez névrosé et que j'aime bien que les choses soient bien faites. C'est quoi votre rapport à l'obsession? Je me soigne, mais j'aime bien quand c'est bien aligné, bien droit. J'ai un assez bon œil pour repérer ce qui n'est pas bien centré, ce qui est de traviole. Donc non, là, il y a 1 millimètre, c'est trop à gauche. Donc, et je le vois. Donc j'ai un œil assez laser pour ce genre de choses. Sinon, quand je suis à la boutique, j'aime bien que les gens repartent en étant contents. J'aime pas que les choses soient à peu près faites. Même si j'ai plus tendance à bâcler que ma femme qui bosse avec moi, qui gueule souvent parce que j'ai tendance à expédier un peu les choses. Puis le dessin aussi, c'était un rapport obsessionnel au début de ma vie. Alors on va pas se rapprocher s'il y a une cérémonie. Là on est à la chapelle, c'est la chapelle œcuménique je crois. Et l'incinérateur, il y a des cheminées là, je pense que c'est pas pour faire des feux de cheminée. Et là on est au columbarium. Donc là c'est comme un cloître avec au centre un petit jardin et des cases dans lesquelles on met les cendres des gens. Donc ça c'est la partie meilleur marché. Si vous voulez venir au Père-Lachaise, c'est là que c'est le moins cher, mais il y a encore moins cher, tous les bons plans. Les meilleurs plans, les endroits les moins chers, c'est le sous-sol du columbarium où personne ne veut aller. Alors on va voir s'il n'y a pas un accès Noël. Je tiens d'un mec du Père-Lachaise qui m'a dit qu'ils n'arrivaient pas à vendre les emplacements. On va faire un peu de promo. Comment vous connaissez des gens Père-Lachaise? Parce que vous allez les voir? Parce que vous êtes très... Non, c'est le voisinage. C'est juste ça. Ça fait longtemps que je suis dans le coin, moi. Donc je connais l'aumônier. C'est un client, l'aumônier du Père-Lachaise. C'est le seul de mes clients qui soit habillé en robe de bure, c'est quand même assez étrange. Et puis j'ai croisé le conservateur quelques fois parce qu'on est voisins, quoi. Il est très sympa d'ailleurs. À la nuit tombée, il fait des photos animalières dans le cimetière. Il a sorti un bouquin. On va s'éloigner un peu là parce qu'il y a des gens qui ont quand même l'air d'avoir du chagrin. C'est peut-être pas l'endroit pour ricaner. Ah voilà, ça c'est l'entrée de la partie pas chère. On peut parler à voix basse. Donc là, on est dans la partie souterraine du columbarium. On va descendre tout en bas parce que ça fait longtemps que je ne suis pas venu. On est dans un endroit qui tient à la fois du parking souterrain et du cimetière.
l'endroit est très très sombre. Il y a quelques petites lumières, un peu, mais plutôt d'ambiance que pour y voir vraiment quelque chose. Là, on est devant une tombe où il y a une fausse bougie électrique qui a été posée. Je pense que les vraies bougies doivent être interdites, même si ici tout est minéral. Je vois pas très bien ce qui pourrait brûler, mais c'est une petite bougie avec un LED qui clignote en rouge et qui éclaire des fleurs en plastique pour un monsieur qui est mort quand il avait une cinquantaine d'années. Ça, c'est des tombes? Ouais, enfin c'est des cases pour mettre des urnes. C'est des tombes. Mais si on considère que les cendres c'est un corps, c'est des tombes, ouais. C'est super glauque, hein. En plus il fait extrêmement froid. Bon, c'est pas chauffé forcément, mais... Ça sent bon là, il y a une odeur de chrysanthème. Là il y a une grande porte vitrée et on entend des bruits comme si on traînait quelque chose de lourd sur le sol. Il y a une résonance qui est extraordinaire. On peut peut-être parler normalement parce qu'en fait... En fait, il n'y a pas tant de gens que ça. Enfin si, il y a plein de monde, mais pour le coup, il n'y a personne, il n'y a aucun visiteur, quoi. Là, il y a des emplacements libres, tiens, voyons. Alors, on a l'emplacement 20 006 et 20 002 qui est libre. Donc ouais, en fait, c'est assez grand. Ah mais ça, c'est des compartiments à 4 places. Ce qui est marrant, c'est que cette personne, elle a eu quand même le besoin de préciser où la famille des PLG, quoi. Ouais, c'est un côté carte de visite, hein. Bien vu. C'est vrai. Et puis il a mis une photo où il est quand même beau gosse. Des PLG, bah écoutez, bon, c'est peut-être pas lui qui a choisi le texte de sa tombe. Vous pensez à ce que... Ah, pour moi non, moi non, j'ai pas l'incinération, truc facile. En fait, je suis pas obsédé par la mort, mais juste le fait est que j'habite à côté. Non, si, je suis quand même relativement obsédé par la mort, quand même. J'ai toujours pas compris cette embrouille finale. Donc ouais, ça m'angoisse évidemment comme les autres. Mais pour ce qui me concerne, je ne sais pas. Je voudrais pas en tout cas me faire enterrer dans mon village, ça c'est sûr, parce que c'est pas que j'ai peur de m'emmerder, c'est que le cimetière est moche en fait. Il est trop désherbé. Les cimetières de campagne sont trop désherbés, parce qu'en fait, les administrés considèrent que des herbes folles dans un village, c'est le signe que la municipalité est mal tenue. Et ça c'est très triste. Moi je voudrais un cimetière bobo, voilà, un truc avec sans glyphosate et puis RIP, le tampographe. Salut l'ami. Cela dit, j'aimerais bien que mon corps soit chargé sur un palanquin, sur un éléphant blanc, et qu'il y ait des pleureuses qui viennent se griffer le visage devant mon caveau ouvert, et que peut-être des élus à la culture de la ville de Paris s'arrachent leurs vêtements en hurlant de douleur et se jettent sur mon cercueil. J'aimerais bien un enterrement un peu de roi néolithique, vous voyez, avec des duels funéraires, des mecs qui se mettent à mort. J'habitais à Bayonne, mais j'ai habité dans un village pendant 10 ans, un village à 15 bornes de Bayonne, où je me suis violemment fait chier. C'est peut-être là que j'ai commencé à devenir un aspirant artiste. Je me faisais tellement chier que j'avais un imaginaire assez fort. C'est peut-être là que j'ai commencé. Ça s'appelait Urquite, le bled, au bord de l'Adour. Et c'était vraiment la mort, hein. On s'emmerdait à 100 sous de l'heure. Donc c'est là que j'ai commencé à faire des dessins, des sculptures, des trucs comme ça, enfin pour tuer le temps. Et rapidement, vous avez trouvé que vous aviez du talent ou un coup de crayon, en tout cas ça vous plaisait ce que vous faisiez? Alors, quand j'étais jeune, je devais être assez con en fait, donc je pensais que je dessinais bien, et puis après je suis monté à Paris, puis j'ai rencontré des gens qui ont fait les arts déco et des choses comme ça, et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait encore du taf, donc j'ai jamais... en fait, c'est... vous savez, quand on débute dans une activité, on est très arrogant parce qu'on sait rien, et plus on voit du pays, et plus on se rend compte qu'en fait, il va falloir qu'on remette un peu ses idées en place. Mais au départ, ouais, quand j'étais ado, j'étais persuadé d'être un dieu du dessin, et puis en fait j'étais qu'une merde, enfin comme les autres d'ailleurs. Alors là, on est devant la tombe du Parti communiste. Ah ouais, il y a une plaque pour Georges Marchais, vous avez vu? Mais il n'est pas enterré ici. Ici, il y a qui là? On va voir les tombes des cocos, tiens. Et justement, vous avez fait une série de tampons, d'insultes... Trotskistes, ouais. Ouais, j'ai fait ça, ouais.
Ils avaient une tendance à s'insulter qui était assez distrayante, je trouvais. Donc j'en ai fait un coffret. C'est quoi les exemples? Suppôt de l'impérialisme nord-américain, bureaucrate capitulaire dégénéré, beefsteakard stalinien, il y en a plein. J'ai demandé à un pote qui est un ancien militant trotskiste, qui est devenu un bourge comme pas mal, de m'en faire une liste, et puis ensuite je les ai fait vérifier par un autre militant, un ancien militant, et puis voilà, parce qu'ils sont assez à cheval sur la réalité historique. Mais ils sont très très drôles, mais c'est du comique involontaire, et c'est la forme de comique que je préfère, évidemment. Ah, les brigades internationales, ça, c'est la guerre d'Espagne, ça c'est un truc... Ça vous parle? Mon grand-père a fait la guerre d'Espagne, enfin évidemment il n'a pas gagné, sinon on ne serait pas en France. Enfin il n'a pas fait tout seul, hein, ils étaient quelques-uns, mais oui il était anarchiste et il s'est battu en Aragon et à Barcelone. Donc j'en ai beaucoup entendu parler quand j'étais enfant. Nos Passaran, tout ça, enfin bon, nos Passaran pour le coup ils sont passés, hein, mais... Ouais, mon grand-père est arrivé en 1939 en France et puis il est arrivé, enfin, il a été mis comme les réfugiés au camp d'Argelès et puis après il a été au camp de Gours dans les Pyrénées. Raison de notre présence dans le sud-ouest, la famille était dans le sud-ouest. Voilà. Donc c'était des camps qui ont ensuite servi à d'autres... le camp de Gours, il y a des juifs qui ont été internés après pendant la guerre. Donc c'était le galop d'essai de la Seconde Guerre mondiale, les Espagnols ont servi de cobayes. Par exemple, les gens de la division Condor se sont fait la main pour ce qui est des bombardements de civils à Guernica, enfin, ce genre de choses. Qu'est-ce que vous avez l'impression qu'il vous reste du patrimoine familial, de certains membres de la famille, vous aujourd'hui? Je dirais peut-être l'anarchisme de mon grand-père, par exemple. C'était pas l'anarchisme tel qu'on l'entend en général quand on en parle en France. Il y a une phrase que j'aime bien qui est d'Élisée Reclus, qui est un anarchiste, qui dit « l'anarchie est la plus haute expression de l'ordre ». Et je suis assez d'accord en fait. Et c'était plutôt de cet anarchisme-là que mon grand-père se réclamait. C'est-à-dire que c'était pas du tout le foutoir libertaire permissif. C'était le fait d'être capable de se comporter correctement sans avoir un flic pour surveiller votre comportement, sans avoir un juge, sans avoir des militaires. C'était une forme d'autodiscipline en fait et d'honnêteté qui me plaît bien. Pour moi, un anarchiste, c'est quelqu'un qui est honnête et qui triche pas. Bon, voilà. Après, il y a autant de visions de l'anarchie qu'il y a d'anarchistes. Il y a des illégalistes qui pensent que c'est bien de voler dans les magasins, tout ça. Bon, je partage pas du tout cette vision-là. C'est pas du tout mon truc. Est-ce que vous êtes déjà posé la question que votre grand-père dont vous parlez, la vision qu'il aurait de ce que vous faites ou de votre boutique? Oh, il serait consterné, je pense. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, mais lui, pour ce qui est des beaux-arts, il respectait beaucoup Ingres. Bon, c'est déjà pas mal. On n'a pas du tout les mêmes goûts. Je pense qu'il aurait été très choqué par le fait que je fasse des insultes ou des choses comme ça. Non, c'était quelqu'un d'assez à l'ancienne et assez prude, quoi. Mais bon, après, peut-être qu'en voyant que je travaille dans un atelier, que je travaille avec mes mains, peut-être que ça lui aurait plus parlé. C'est peut-être ça qui reste, en tout cas, de ce vieux mec, qui était un mec intelligent, qui lisait, qui se cultivait aussi. Il y avait cette notion-là chez les militants ouvriers dans ces années-là. L'éducation, la lecture, c'était vraiment un truc important. Ils étaient tout le temps en train de lire. Mon grand-père, il lisait tout le temps. Il était même dangereux avec ça parce qu'il lisait en marchant dans la rue. Donc il s'est fait renverser je sais pas combien de fois par des vélos ou des mobylettes. Et il a passé sa vie à se cultiver. Et pour autant, son métier, c'était bûcheron, vous voyez. Bon, ouais, il m'inspirait du respect, quoi. Voilà. C'était l'épisode 54 du Sens de la visite. Rendez-vous au Père-Lachaise avec le tampographe Sardon. Un grand merci à lui pour son témoignage et sa visite du cimetière. Et puis aussi une petite pensée pour ce monsieur venu tout spécialement de Liverpool, le temps d'une journée, pour célébrer son idole. Pour retrouver tout l'univers du tampographe Sardon, il y a sa boutique aux 4 rue du Repos, dans le 20e arrondissement de Paris, et son site internet. On vous met toutes ces informations en descriptif de cet épisode. Et pour suivre nos actualités, rendez-vous sur nos réseaux sociaux et sur notre site internet sensdelavisite.net. On se retrouve très vite pour de nouvelles histoires de l'art.